Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le projet Vélos. Ce projet consistait à concevoir et à assembler le vélo idéal pour la ville. Le but étant d'aider à développer ce moyen de transport en proposant une alternative au vélo traditionnel et surtout électrique. L'intérêt, vous l'aurez compris, étant essentiellement écologique. Le vélo idéal représentant pour moi tout simplement celui qui remplacera votre voiture sur les trajets qu'il permettent, il se devait d'être pratique, confortable, performant, accessible à tous et abordable. C'est pour ça que je suis parti sur un concept de vélo monovitesse, qu'on appelle aussi single speed, mais en orientant le choix de tous ses composants dans la recherche de ces critères. Et c'est le résultat de cette synthèse que vous voyez à l'écran et que je vais vous détailler maintenant. Cette vidéo comportera différents schémas, graphiques et photos pour soutenir ma présentation et vous donner des informations supplémentaires. Je vais tout d'abord vous présenter les différents composants d'un vélo. Un vélo, c'est avant tout un cadre, la structure du vélo. Sur ce cadre, on rajoute une fourche à l'avant, ainsi que deux roues, une selle, un guidon, des pédales au bout de manivelle, un système de transmission et un système de freinage. Commençons par le cadre. Sa géométrie est importante parce que c'est elle qui définit la position du cycliste, position qu'on souhaitait redresser et décontracter. Je vous ai noté sur ce schéma les différentes mensurations du cadre. Ça ne parlera pas forcément à beaucoup d'entre vous, mais l'important c'est qu'il est adapté à la position recherchée. On notera un tube horizontal qui ne l'est pas vraiment, puisqu'il est incliné vers le bas, et donc permet plus facilement d'enjamber le vélo ou de poser le pied à terre. La fourche quant à elle est rigide, dans le sens où elle ne possède pas de suspension, qui aurait alourdi le vélo et nuit à la réactivité. Ensuite la selle, qui se devait d'être très confortable. Étant donné que la fourche est rigide, c'est un des seuls éléments qui va compenser les défauts de la route, surtout qu'elle supportera l'essentiel du poids du cycliste. Elle devait aussi bien sûr correspondre à la position que demandait le cadre, elle est donc profilée en fonction. Elle est recouverte de gel et repose sur un amortissement complémentaire. Notons également qu'on peut l'ajuster sur 3 niveaux, d'abord au niveau de l'inclinaison, puis d'avant en arrière, et bien sûr de haut en bas, via la tige de selle. Pouvoir s'adapter à la morphologie de chacun était forcément très important. Passons au guidon. Le fait qu'on n'ait pas à positionner de commande de vitesse sur le guidon nous permet de le couder à plusieurs endroits, et de lui donner une forme très étudiée. Il revient vers l'intérieur et redescend vers le bas, c'est ce que vous avez au niveau du back sweep de 40 degrés et du upsweep négatif de 9 degrés. Il mesure à la base 62 cm de large qu'on a raccourci à 58. C'est cette largeur réduite et cette forme qui permettent de ne pas avoir à trop écarter les bras, garder une position ergonomique pour les poignets et les épaules et pouvoir se faufiler plus facilement dans la circulation. Les poignées qui l'équipent sont en silicone, elles ont un bon grip, un bon amorti et on trouve difficilement plus léger. On y trouve aussi bien sûr les commandes de frein, dont je vais vous parler tout de suite. Ce sont des freins hydrauliques à disque. Ils sont donc composés d'un disque, d'un étrier et d'un levier. C'est devenu la norme sur les vélos récents. Ça nous donne un freinage progressif et puissant. Les étriers comportent 2 pistons, ce qui les rend toujours plus faciles à ajuster, et on voit aussi que les disques sont ajourés au maximum pour toujours plus de légèreté. Alors justement ces freins, ils sont fixés à des roues de 28 pouces. Roues dotées de 32 rayons, et muni de jantes en aluminium double paroi, sur lesquelles on a monté des pneus polyvalents. Il fallait en effet trouver le bon compromis entre rester sur un pneu suffisamment fin pour garder un bon rendement, mais aussi conserver un confort suffisant, tout en donnant une impression de stabilité et de robustesse. Ça nous donne au final un pneu de 35 mm de large, mais avec beaucoup de petits crampons, qui pèsent à peine 400 grammes. Les pédales. Elles sont assez simples, faites de résine légère et résistante. Elles sont fines mais larges, et équipées de 10 picots de chaque côté, ce qui leur donne au final une bonne accroche. Je vous ai aussi rajouté à droite les manivelles, pour représenter l'écart entre les deux pédales, qui doit rester mesuré pour garder les genoux et les pieds bien alignés. Que ce soit le cadre, le guidon, la tige de selle ou même les roues, ils sont tous composés essentiellement d'aluminium. C'était vraiment la base pour alléger le vélo. Tous les éléments dont je viens de vous parler ont été choisis pour maximiser l'ergonomie, le confort, et rendre le vélo accessible à tous, tout en gardant un ensemble léger, dans un tarif abordable. Le gain de poids est essentiel si on veut favoriser le rendement. Pour finir, abordons la transmission. C'est sûrement une des parties les plus intéressantes du projet. C'est une transmission qui se fait par le biais d'une courroie, accrochée d'un côté au pignon, qui fait tourner la roue, et mise en mouvement de l'autre côté par le plateau. Ça n'a quasiment que des avantages. Il n'y a pas besoin de la graisser, donc les saletés accrochent moins. L'entretien est négligeable, et sa durée de vie est bien supérieure à une chaîne. Sans oublier qu'elle est silencieuse, ce qui s'associe très bien au moyeu qu'on a choisi.
Le moyeu, c'est ce qu'il y a au centre de la roue. Il a la particularité d'être basé sur une roue libre à cam qui, contrairement à une roue libre à cliquet traditionnelle, s'engage instantanément et ne fait aucun bruit. Au final, comme vous allez l'entendre, l'ensemble de la transmission est totalement silencieuse. Un des points les plus importants sur ce vélo, c'est qu'il repose sur une conception monovitesse. Un seul plateau et un seul pignon. Le rapport entre les deux est primordial, puisque c'est ce rapport qui définit la vitesse du cycliste en fonction de la cadence de pédalage. Avec un plateau de 46 dents et un pignon qui en fait 20, on obtient un rapport de 2,3. Ce chiffre, on l'appelle aussi le braquet. Autrement dit, pour un tour de pédalier, on a 2,3 tours de la roue arrière. Et en prenant en compte la circonférence de la roue, on peut calculer la distance parcourue pour chacun de ces tours. Au final, on peut déduire la vitesse en fonction de la cadence de pédalage. C'est ce que j'ai reporté sur ce graphique. On estime qu'une cadence de pédalage confortable se situe entre 60 et 90 tours par minute, ce qui en théorie nous permettrait de maintenir une vitesse de 25 km/h. Alors pourquoi se limiter à cette vitesse ? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur un vélo classique, pour une cadence donnée, en fonction du rapport sélectionné et donc du braquet, on obtient différentes vitesses. Mais l'effort que fournira le cycliste pour maintenir cette cadence dépendra de plusieurs paramètres. En effet, sur le plat, les forces qui s'opposent au mouvement du cycliste, qui sont essentiellement les frottements mécaniques d'une part et les frottements de l'air d'autre part, dépendent de la vitesse du cycliste. J'ai reporté sur ce graphique l'évolution de la puissance à fournir pour contrer chacune de ces forces, en fonction de cette vitesse, et ce dans le cas d'une position décontractée. Ce que l'on remarque, c'est que dans cette position, les deux forces qui nous freinent n'évoluent pas du tout de la même façon, puisqu'on voit que les frottements de l'air augmentent beaucoup plus vite que les frottements mécaniques. Ce qui signifie que par exemple, à 25 km/h, lutter contre les frottements de l'air nous demande 2 fois plus d'efforts que de lutter contre les frottements mécaniques. Pour faire encore plus simple, dépasser une certaine vitesse, la puissance à développer devient trop importante pour la plupart des gens, et ce principalement à cause de la résistance aérodynamique. C'est pour cette raison que les coureurs cyclistes adoptent une position plus basse sur le vélo. Ça leur permet d'améliorer leur aérodynamisme et donc de diminuer énormément les frottements de l'air. Ils ont donc moins de puissance à fournir pour atteindre des vitesses importantes. Mais dans le cas d'un vélo destiné au grand public, la position du cycliste restera relativement dressée et ne permettra pas d'atteindre ces vitesses et ce peu importe le braquet. Il était donc logique de choisir un rapport calé sur une vitesse qui ne demande pas trop d'efforts à fournir pour être maintenu. En ce qui concerne les montées, le poids du vélo est forcément primordial. C'est bien pour cette raison qu'on cherche à le réduire au maximum. Il s'élève ici à 10,4 kg pour un vélo en taille M. Et ce dernier graphique, calculé en fonction de ce poids, montre clairement que ce n'est pas forcément monter une côte qui demande un effort important, mais essayer de la monter vite. Maintenir une vitesse importante lors d'une montée demande beaucoup trop de puissance. Pour gravir une côte sans encombre, il suffit alors de réduire sa vitesse. On notera par ailleurs que dans ce même cas, le changement de rapport sur un vélo muni de différentes vitesses aurait également entraîné la diminution de cette dernière. C'est donc tous ces éléments qui font selon moi que ce vélo est une proposition intéressante pour se déplacer en zone urbaine, sur des petites et moyennes distances. J'ai essayé de résumer l'essentiel de mes idées, même si je n'ai pas pu tout mentionner au risque de traîner en longueur. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo avec plus d'images et des tests plus approfondis sur le terrain. En attendant, je vous laisse avec des photos plus détaillées du résultat. Merci et à très vite.